Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bénézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Johan, comment vas-tu ? Salut, ça va super et toi ? Écoute, ça va très bien, je suis ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode. Alors, Johan, tu es le Chief Snow Officer chez Snowball, une newsletter que tu as créée qui est dédiée aux finances personnelles. Donc, Snowball comme l'effet boule de neige, tu vas nous raconter tout ça en détail. J'ai envie de dire que l'effet boule de neige a déjà pas mal pris parce que tu as plus de 30 000 abonnés si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, je voulais qu'on revienne ensemble sur cette aventure, que tu nous expliques comment tu as mis ça en place, comprendre effectivement ton modèle, qui est un modèle un peu innovant dans l'éducation, puisque ton principale source de transmission, c'est une newsletter, différentes newsletters que tu envoies régulièrement à tes abonnés. Comprendre quelles sont les mécaniques d'apprentissage qui t'ont poussé à créer Snowball. Il me semble que c'était un side project au départ et qui est devenu un peu ton activité principale. Ouais. Je l'ai dit, 30 000 abonnés, une grosse communauté derrière, comprendre aussi un peu quelles sont les mécaniques, qu'est-ce que les gens viennent chercher chez toi et comment ils peuvent s'entraider aussi. Et de manière plus globale, je voulais qu'on revienne aussi ensemble dans cet épisode sur la question de ton rapport à l'apprentissage, les principes que toi tu utilises, les leviers que tu utilises justement pour transmettre, pour partager ton savoir, comment tu t'organises aussi sur ces sujets-là. Ouais. Et puis on parlera peut-être un peu d'argent dans notre société ou dans notre rapport à l'argent au travail. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir. Et après cette brève introduction, je vais te demander de te présenter, de nous expliquer un petit peu qui tu es, qu'est-ce qu'est Snowball et quel est ton modèle aujourd'hui. Ouais, alors du coup moi c'est Johan, fac d'éco relativement classique. Relativement classique. Non, parce que je me suis rendu compte que j'ai jamais fait 2 années d'affilée dans la même fac. Donc j'ai fait première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année dans des facs différentes. Bon bref, donc passionné d'économie et de finance, donc du coup depuis ce moment-là, et finalement j'atterris dans l'univers des startups. Parce que voilà, j'adore l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui me passionne, la tech aussi, donc j'atterris chez WeThings, donc où je vais apprendre le marketing. Donc WeThings, c'est une startup française dans l'univers de la santé, bien-être, objets connectés. Donc je reste là-bas 3 ans, donc j'apprends le marketing plutôt généraliste, et finalement je pars de chez WeThings pour faire le wagon. Donc c'est une formation développement web, donc je n'avais pas objectif de devenir dev, mais je voulais avoir une corde à mon arc supplémentaire, parce que quand tu bosses dans la tech, tu bosses forcément avec des devs, peu importe ton job. Et du coup j'atterris chez Comet, donc place de marché qui met en relation des freelance tech, des développeurs avec des grandes entreprises. Pareil, je reste 4 ans à peu près en tant que directeur marketing. Et toujours pendant ces donc quasiment 7 ans, j'avais toujours cette passion des finances perso, de l'économie et des cryptos, tout ça qui était en tâche de fond, plus en hobby personnel. Et finalement, du coup, en mars 2020, donc juste avant le premier confinement, je lance Snowball, donc newsletter, partager mes expériences au début perso sur le sujet, de la gestion de budget, les investissements, comment ça marche. Donc c'était vraiment un petit, comme tu disais tout à l'heure, un petit projet, sans trop savoir où ça allait. Et puis finalement, ça a bien pris. Et donc quelques mois après, c'est devenu mon projet principal. Et donc là aujourd'hui, donc Snowball, c'est toujours, ça reste toujours une newsletter donc sur les finances perso, sauf que l'offre s'est un peu enrichie vu que je m'y suis consacré à 100%. Et là, l'objectif, donc comme tu disais, là il y a 30 000 abonnés. Je commence à avoir pas mal d'abonnés payants aussi, donc il y en a 4 000 un peu plus de 4 000 qui payent, donc ça te fait pas mal de revenus, ça te fait là un peu plus de 250 000 euros à l'année. Donc là, l'objectif, c'est de
d'utiliser cette communauté que j'ai créée et de transformer un peu tout ça en une fintech, quoi, en gros. Donc, aller au-delà de l'aspect média. On pourra en reparler après, mais voilà. Donc, voilà, j'ai résumé en gros. On va revenir là-dessus parce que c'est déjà. Alors, je pense que c'est déjà super innovant comme modèle. Une newsletter payante individuelle en France, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, moi, je trouve ce modèle absolument génial et pour les gens qui nous écoutent, c'est pas nouveau. Hein. Si vous suivez My Little Paris, par exemple, c'était Ouais. une des premières newsletters françaises à très bien monétiser, Mhm. avec un modèle qui est différent, parce que il me semble, en tout cas, j'ai pas vu récemment, mais qui était plutôt un modèle de média Ouais. sponsorisé par de la pub. Toi, tu es plutôt dans un modèle, alors je sais pas si tu as aussi de la pub, mais dans un modèle un peu renversé, où c'est tes abonnés qui te rémunèrent. Enfin, quand tu parlais des 250 000 euros, je crois, Ouais. annuels, Ouais. c'est vraiment un modèle où en fait les gens vont s'abonner à ton contenu. Ouais, 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 c'était ça. En fait, enfin, le modèle est hybride maintenant parce que du coup, en fait, t'as vraiment deux parties. Snowball, t'as la partie gratuite et une partie payante. Avec la partie gratuite qui peut être considérée comme un produit à part entière. C'est pas du freemium où en gros, tu vois qu'une partie et tu vois pas le reste. Là, c'est vraiment, t'as 2 éditions par mois qui sont gratuites et donc là, tu peux être un abonné gratuit à vie si tu veux. Donc sur cette partie-là, pendant 2 ans, je n'ai pas monétisé. Et là, je suis arrivé, tu vois, à 30 000 abonnés. Du coup, je commence à me dire, en fait, je peux aussi monétiser cette partie-là et donc proposer du sponsoring à des marques. D'accord. Mais sinon, la grande majorité des revenus aujourd'hui, ça reste les abonnements. Parce que du coup, je trouvais ce modèle un peu assez intéressant d'un point de vue non seulement en tant qu'entrepreneur, ça te fait tu vois, c'est prévisible, c'est récurrent, c'est pas comme le sponsoring où en gros tu dois aller chasser les sponsors à chaque fois. Et d'un côté aussi communauté, ça crée un lien plus fort avec. Tu vois, si tu payes quelque chose, en général, t'es plus attaché à ça. Donc je trouvais ça aussi intéressant voilà d'avoir un lien avec la communauté direct d'un point de vue économique et monétaire. Donc voilà, c'était essentiellement ça les grandes raisons. Ouais. Ok. Et alors du coup, tu nous as déjà, c'est bien parce qu'on on s'est briefé avant, on dit ouais, on va pas parler d'argent tout de suite et ça fait 6 minutes qu'on se parle, on a déjà donné les chiffres, c'est parfait. C'est une autre, je pense, particularité de ce que tu fais et je pense que ça nourrit aussi, vu qu'on est là pour parler de learning by doing, il y a aussi ce truc-là. Tu construis l'histoire en même temps que tu la racontes. Ouais. Et c'est vrai que peut-être que certaines personnes qui nous écoutent te connaissent aussi de ton activité sur les réseaux. Alors, moi, je te suis beaucoup sur LinkedIn, notamment. Je sais pas si tu es présent ailleurs. Comme Mais il y moi. a ce côté aussi, bon. Il y a aussi ce côté, alors, build in public, Mhm. construction en public de ce que tu es en train de créer. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'inspire là-dessus, de quoi tu t'es inspiré, et surtout comment tu mets ça en place? Alors, je sais pas si t'architectures tout ou si Mhm. ça vient de manière totalement organique et naturelle. Mais bon, moi, je me figure ton travail comme t'écris toute la journée. Qu'est-ce qui va dans quelle manette et comment tu t'organises pour justement produire tout ce contenu parce que ça fait beaucoup de choses à écrire. Ouais. Ouais, non, pour revenir du coup sur le premier aspect, building public, en gros, j'ai toujours été, tu vois, chaque année, je m'amuse à publier un rapport annuel que j'ai appelé le YOLO Report. Vu que je m'appelle Johan Lopez, ça fait, c'est mes 2 premières lettres de mon nom et de mon prénom. Et du coup, je partage, tu vois, un peu plein de data sur ce que j'ai fait dans l'année, mes voyages, le nombre de pas que j'ai fait, le nombre de bières que j'ai bu, enfin plein de trucs. Et du coup, il y a certains me disent que je suis complètement fou et je pense qu'ils ont raison. Mais du coup, j'ai toujours eu cette envie, tu vois, de partager un max de trucs parce que je sais que ça peut inspirer les gens, leur donner des idées, etc. Donc ça a commencé, du coup, quand j'étais chez WeThings, parce que tu vois, en plus WeThings, c'est un aspect Mhm. très data, tu vois, mesurer tes pas, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que ça a commencé là. Ensuite, chez Comet, très vite, je me suis amusé à partager un peu qu'est-ce qu'on faisait en interne, tu vois, avec le monde externe, pour justement créer de l'intérêt pour à la fois les clients, mais potentiellement les futurs employés, pour montrer un peu qu'est-ce qui se passe dans les coulisses et comment on fonctionne.
Et j'ai vu que ça marchait bien, que ça créait de la confiance, ça crée un lien encore plus fort avec ta communauté. Et donc, bah, en fait, quand j'ai lancé Snowball, je me suis dit, bah, pour moi, c'était naturel, tu vois. Je me suis dit dès le début, bah, en fait, je vais être hyper transparent, je vais partager mes chiffres, je vais partager comment je construis Snowball, et tout ça. Et en plus, dans l'univers de la finance, tu es dans un univers qui est en général très opaque, et tu sais pas trop comment ça se passe, les chiffres sont un peu cachés, les commissions cachées, et, donc ça, voilà, c'est très noir d'un point de vue transparence. Et donc moi je me suis dit bah voilà, je vais faire Je vais 100% ouvrir mon transparent. livre. Voilà, exactement. Et puis je vais ouvrir aussi le livre de comment je construis Snowball, parce que tu vois, je t'ai dit que j'adorais l'entrepreneuriat, et je trouve que c'est cool quand tu arrives à voir comment quelqu'un est en train de construire un produit, un service, enfin peu importe. Et, ça peut donner des idées aux gens, mais ça permet aussi d'attirer, tu vois, quand je partage des trucs, souvent j'ai des gens qui me répondent en me disant, ah bah tiens, je peux t'aider sur ça, ou j'ai vu que tu faisais ça, je peux te mettre en relation avec telle personne. Bon, ouais, ça attire ça crée des opportunités, de la confiance, et voilà quoi. Et puis moi, je trouve ça cool, j'aime bien aussi. C'est toujours bien quand tu peux rendre service aux gens en créant du contenu à valeur ajoutée. Donc voilà. Et après sur la partie, tu me posais une question sur comment L'orga, ouais. orga. Bah j'ai pas vraiment d'orga particulière. C'est Quelqu'un d'aussi data-driven que toi n'a pas une orga millimétrée, non, minutée. non, même pas, non. C'est ça qui est cool quand t'es tout seul, c'est que t'as pas besoin d'être, tu vois, d'être T'as quand millimétré même et ça. t'as un rythme de publication. Ah, bien sûr, non mais ça oui, et donc tu vois tous les jours je dois envoyer une newsletter sur WhatsApp à 11h30. Ça veut dire qu'elle doit être prête avant entre guillemets 11h15. Donc tu vois, ça me laisse en gros toute la matinée pour faire ma veille et tout. Donc parfois je vais me lever tard et du coup je vais l'écrire plus tard, des fois je me lève plus tôt. Bon bref, tu vois, j'ai pas vraiment de trucs. Donc j'ai quelques deadlines à chaque fois à respecter. Le dimanche soir, j'envoie ma newsletter, donc ça veut dire que souvent je travaille le week-end pour l'écrire. Euh, mais sinon, j'ai pas, tu vois, chaque journée, il y a pas bah voilà, de telle heure à telle heure, tu fais ça, ensuite tu fais ça. J'ai que sur la veille où, en gros, vu que je fais la majorité de ma veille via d'autres newsletters, donc, tu vois, je suis abonné à Bloomberg, Financial Times, voilà, je dois avoir une cinquantaine de newsletters. Et c'est beaucoup de newsletters américaines, et donc en gros j'ai tu vois, le matin quand je me réveille, j'ai les newsletters de la veille du soir, de la veille aux US. À midi, j'ai celles qui sont envoyées le matin aux US, et le soir celles qui sont envoyées vers midi. Donc j'ai en gros 3 temps de lecture. Et voilà quoi, en gros. Mais sinon j'ai pas de calendrier éditorial prévu 6 mois à l'avance où je sais exactement qu'est-ce que je vais écrire tel jour. C'est assez à l'arrache, ça, ouais. Ok. Et alors peut-être une question périphérique, mais quelle mécanique tu as pour arbitrer, par exemple, entre est-ce que c'est du contenu peut-être de veille que tu vas mettre sur les réseaux ou ta newsletter WhatsApp? Mmh. Qu'est-ce qui va venir nourrir un article plus de fond que tu vas envoyer dans une newsletter? Ouais. Et peut-être comment tu décides, bah ça sera une newsletter gratuite, entre guillemets, Ouais. et une newsletter premium. Est-ce que tu as des principes quand même pour arbitrer cette partie-là? Ouais, bah ouais, c'est assez simple. En gros, la partie gratuite, j'essaye de faire du contenu qu'on appelle evergreen. Tu vois, il est vrai aujourd'hui, il sera certainement vrai dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est pour ça que souvent c'est un peu des sortes ça dépend, mais souvent c'est un peu des guides, tu vois, comment je me lance dans l'immobilier, ou comment je crée une stratégie d'investissement, ou des trucs dans le genre. Alors que les articles premium, donc le dimanche, sont souvent plus liés à l'actualité. Donc c'est bah voilà, pourquoi aujourd'hui les banques centrales remontent les taux d'intérêt, pourquoi ça crée une chute des marchés. Tu vois, j'essaye d'analyser des trucs qui sont très récents. Pas toujours, mais en général c'est ça la distinction. Euh, et ça aussi, tu vois, ça permet pour les gens qui veulent lancer des newsletters premium, ça évite le côté comment dire, bibliothèque, tu vois, où en gros tu t'achètes l'accès, tu vas récupérer tout le contenu, et tu arrêtes de payer. Et du coup, si tu bases ta newsletter sur l'actualité, ben en fait les gens restent parce qu'ils ont envie d'être au courant de l'actualité, comment ça se passe.
Donc voilà, c'est essentiellement ça les deux grosses différences. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Ok. Et sur la partie communauté, parce que effectivement, ce que toi tu produis, c'est principalement donc du contenu écrit, et puis on va revenir là-dessus, peut-être comment tu le structures ou quel principe pédagogique entre guillemets tu utilises pour t'assurer que les gens comprennent bien Ouais. et être le plus pédagogue possible. Sur la partie communautaire, comment ça se passe? Parce que là, tu as des abonnés à ta newsletter, donc c'est plutôt du broadcast. Tu leur Mhm. envoies à telle date. Comment eux interagissent entre eux? Comment tu animes cette partie-là? Bah, alors il y a deux sous-communautés, on va dire. Une première qui est ouverte au public, enfin à tout le monde, même pas des abonnés. Donc c'est sur une sorte de forum de questions-réponses, tu vois, vraiment un peu à l'ancienne, où voilà, tu publies un post et les gens peuvent répondre. Enfin voilà, rien de fou. Donc là, l'idée, c'était vraiment de dire, ok, il y a des experts qui sont plus doués que moi, enfin qui sont des experts et moi je suis pas expert, par exemple, sur certains sujets. Et donc ces gens-là, bah en fait, ils pourraient totalement, bah en fait, partager leurs connaissances aussi avec d'autres membres. Donc ça, c'est une première sous-partie. Et donc là, je l'anime quasiment pas. Le seul truc que je fais, c'est le dimanche dans la newsletter premium. Mais en fait, je vais partager les posts qui ont été publiés la semaine. Tu vois un peu, bah voilà, un tel a publié ce post-là, un autre a publié ça. Donc c'est un peu de la curation de ce qui s'est passé dans la semaine. Et après, tu as une autre sous-communauté, donc qui elle est pour les abonnés premium. Donc c'est un Discord. Pour les gens qui connaissent pas Discord, c'est une messagerie instantanée, un peu comme un Slack ou un Messenger. Enfin voilà, c'est un truc vraiment en temps réel. Du coup, c'est pas contrairement au post ou enfin au forum qui est plutôt asynchrone. Donc le Discord où il y a beaucoup plus de mouvements, les gens discutent régulièrement, c'est du tac au tac, il y a beaucoup plus de bruit. Et donc là, pareil, l'idée c'était de donner un lieu où en gros chacun puisse se retrouver pour échanger sur des sujets plutôt d'actualité, ouais, et ouais c'est ça en général. Et aussi pour moi, tu vois, Discord, j'aimerais bien m'en servir dans un futur proche pour parce que tu vois, tu peux créer des événements en ligne où en gros tu invites une personnalité et donc et tous tes abonnés au Discord à la communauté peuvent assister à cet événement. Donc voilà, donc il y avait plusieurs, donc ouais, il y a plusieurs et puis moi ça me permet aussi de tester, tu vois, les trucs. Mm. Euh, Parce que au début j'ai pas voulu faire un Discord public parce que en ayant testé moi-même des Discord où il y a énormément de personnes, c'est vite le bordel. Même des Slack, hein, un Slack, on voit à quel point ça peut vite, tu perds l'info très très vite et bon, c'est compliqué. Je trouve que le côté forum question-réponse a une vertu pédagogique qui est plus forte que le Discord, alors que le Discord il est plus là pour bah voilà créer vraiment du lien entre les abonnés et une effervescence et une sorte de tu vois le côté machine à café quoi que t'as pas Ouais. forcément dans le forum. Voilà, en gros, c'est un peu mes deux visions de la communauté Snowball. Ouais. Ok. Et là-dessus, toi, aujourd'hui, tu mets plutôt tes efforts sur la création de contenu ou sur la. Enfin, et sur la. C'est quoi? Tu te Ouais, dis bah, la communauté, elle vit et moi, je suis juste là à monitorer, vérifier que ça ouais, parte pas de travers et que. ouais, moi, en gros, enfin, je fais vraiment rien. J'ai de la chance. Tu vois, j'ai pas des trolls et tout qui viennent Ouais. s'inscrire pour foutre le bordel. Au contraire, tu vois, j'ai des gens. T'as pas de commerciaux qui squattent tes channels pour aller choper les emails de tout le monde? Non, même pas. J'ai pas l'impression en tout cas. Euh, et donc ouais, donc je fais très peu d'efforts. Au contraire, la communauté, moi, je m'en sers pour parce que j'apprends des trucs dedans, tu vois. Mm. Il y a plein de gens qui partagent des trucs hyper intéressants et du coup, moi, ça m'aide à apprendre des nouveaux trucs. Et donc ouais, donc je fais, c'est vraiment, ça doit être 2% de mon temps la communauté la semaine et le reste c'est vraiment bah, à la fois la construction de Snowball, tu vois, les coulisses, etc. Enfin la tuyauterie et surtout la création de contenu qui prend quand même pas mal de temps et la veille. C'est voilà, c'est vraiment les trois trucs qui me prennent beaucoup de temps aujourd'hui quoi. Veille, création et construction de la boîte quoi. Bah, on va revenir là-dessus, effectivement. Moi, je voulais, effectivement, une seconde partie, plutôt t'interroger sur ton
à l'apprentissage. C'est marrant, tu disais, il y a des experts, je suis pas forcément l'expert. Justement, à quel moment tu passes d'un side project où en gros, bah, tu documentes ce que tu apprends, ce que tu as mis en place, ce que tu lis, Mhm. à aujourd'hui. Alors, je connais pas les chiffres des autres médias sur la finance, sur ouais, la finance perso, les cryptos, mais je pense que t'as quand même une influence considérable. En tout cas, t'as une audience importante. Mhm. Euh, à quel moment bah, tu t'endosses ce rôle de l'expert d'une certaine manière, en tout cas du prescripteur sur ces sujets? Est-ce que tu es à l'aise à le faire? Comment ça s'est passé? Hmm, Comment tu vis ou comment tu vois le truc aujourd'hui? ouais. Euh, Bah, en gros, moi, ma vision, c'est que, alors ouais, petit à petit, tu vois, tu deviens expert sur certains sujets parce que oui, pour moi, en gros, être expert, c'est vraiment arriver à connecter différents points facilement et que des personnes qui sont pas expertes, justement, n'arrivent pas forcément à voir un peu la big picture. Et donc, pendant longtemps, enfin, sur certains sujets, la majorité des sujets, je suis juste comment dire, un vulgarisateur et comment dire, un démocratisateur, ça se dit pas. Non, mais non, mais vulgarisateur, je pense on voit bien le vulgarisateur, truc. ouais, c'est ça. Donc, tu prends un sujet qui peut être à la fois complexe ou pas exprimé d'une façon qui parle à tes auditeurs, enfin tes lecteurs. Et donc moi, mon objectif, c'est de prendre de l'info qui existe déjà et de la remanier pour faire en sorte qu'elle soit plus compréhensible. Mm. Je suis pas dans tu vois, je vais pas écrire un rapport où en gros j'ai fait énormément de recherches sur ce sujet-là et du coup je ponds un truc qui n'existe nulle part ailleurs. La plupart des infos que je partage, bah, c'est des trucs que tu peux trouver partout en fait. Enfin, moi j'apporte ce côté, bah en fait, parfois mon avis ou parfois j'ai vu que je fais énormément de veille, bien en fait j'arrive à connecter des trucs, mais voilà, on n'est pas sur, on est plus sur ouais sur de la vulgarisation et que sur un côté expert. Alors demain j'aimerais bien, tu vois. Si demain j'ai plein d'analystes qui bossent pour moi, bah oui, je pourrais commencer à dire ok, bah en fait là il y a le rapport Snowball sur les cryptos, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait j'ai réussi à aller récupérer des datas que personne n'a récupéré et là tu deviens vraiment un expert selon moi. Donc voilà, c'est une vision un peu peut-être différente du Mm. mot expert. Certains peuvent dire que je suis un expert, et bon, ça dépend des définitions quoi. Mais voilà. Et après sur le côté comment dire crédibilité, etc. Bah, j'ai tu vois, dès le début, j'ai pas eu de problème par rapport à ça parce que, encore une fois, je te dis, je remaniais juste de l'info qui existait déjà. Après, tu vois, petit à petit, j'ai voulu ajouter en crédibilité. Bon, bah, déjà, mes études, ça compte pas beaucoup, mais bon, j'avais déjà fait fac d'éco, mais ça compte un peu plus que si j'avais fait un truc qui n'a rien à voir, je pense. Euh, le côté, tu vois, j'ai passé ma certification avec l'AMF, enfin l'autorité des marchés financiers, pour devenir CIF, donc conseiller en investissement financier. Donc tu vois, j'ai mis tout ça dans le cadre réglementaire euh, pour justement prouver que je suis pas juste un influenceur qui ne connaît pas grand-chose, mais que je suis aussi au courant de la réglementation. Donc voilà, tu vois, c'est un peu tout ça qui joue aussi dans la crédibilité que tu peux avoir auprès d'une communauté, quoi. Ouais. Il n'y a pas que l'argument d'autorité de j'ai une audience de tant Oui, de ouais. personnes. Non, mais c'est hyper intéressant. Merci beaucoup ton partage sincère sur le sujet. Moi, il y a un autre point que je relève. Alors, c'est vraiment en tant que lecteur de tes newsletters plutôt. Ouais. Euh, il y a effectivement ce côté. Alors, les principes existent et je pense que le savoir, de toute façon, aujourd'hui, grâce à l'internet, je pense qu'il y a à peu près tout qui est dispo partout. Il y a Mhm. effectivement le canal par lequel on le retransmet, le ton que tu as, la patte que tu as. Mhm. Et alors, je sais, je vais utiliser un gros mot que nos auditeurs et nos auditrices connaissent peut-être, c'est l'ingénierie pédagogique. Ben, en gros, les principes que tu essayes d'employer, enfin, que tu emploies pour transmettre et pour partager ton savoir, tes avis, des choses comme ça. Alors, sans nous dévoiler tous tes secrets. Alors, je sais pas s'il y a des secrets. Je pense que les gens Non. qui lisent tes newsletters commencent à en avoir. Mais en gros, enfin, t'as une idée de newsletter, t'as une thématique. Je sais pas, je prends les intérêts composés, par exemple. Pour Ouais. expliquer des thèses d'investissement plutôt classiques.
comment tu te dis, enfin, quel moment tu te dis, bon, bah, faut que je traite de ce point-là, ce point-là, ce point-là, et il faut que j'illustre telle partie, parce que Snowball, Ouais. c'est aussi des illustrations. Ouais. Euh, voilà, comment tu te, enfin, c'est quoi le processus et comment tu t'organises pour ça? Bah, le processus, ouais, il est assez simple. C'est bah, un peu comme tout, tu vois, tu commences par faire des recherches, tu vois, ok, quel est le contenu déjà existant sur ce sujet-là, et ensuite, bah, du coup, à partir de là, tu vas aller dire, ok, moi, en fait, je pense que ça, tu vois, c'est pas très important, en tout cas dans le contexte actuel. Du coup, potentiellement, bah, tu vas virer des trucs, tu vas dire, bon, on va simplifier. Je trouve que le contenu existant est déjà complexe, donc moi mon but c'est de simplifier. En plus, tu t'adaptes aussi à tes auditeurs, enfin à tes lecteurs. J'arrête pas de dire auditeurs, mais on est en train d'enregistrer un podcast, c'est pour ça. Donc ouais, donc déjà c'est un premier truc. Donc tu vois ce qui existe et tu dis bon ok, ça c'est très bien, j'aime bien comment il a vu, ça c'est moins bien. Et du coup tu te fais un peu ton idée de à quoi t'aimerais que ton truc ressemble, quoi, ton article. Et ensuite bah j'essaye de faire un plan sans être vraiment influencé par d'autres recherches, tu vois. Je me dis, mais en fait, je vois bien ce sujet. Grand 1, je vais parler de ça. Grand 2, de ça, et ainsi de suite. Donc, je me fais un petit plan comme ça, mais rapidement, tu vois. À chaque fois, ça se fait assez naturellement. En vrai, j'ai pas vraiment de... C'est pour ça que j'ai du mal à exprimer mon mécanisme d'idéation et de construction d'un article. Mais assez basique et enfin, je vois toujours les grandes étapes là où je veux amener le lecteur. Et à chaque fois, j'essaye que ce soit quelque chose de très, tu vois, si j'ai des parties théoriques, je vais quand même aimer avoir une partie actionnable entre guillemets. Tu vois, ok, maintenant je connais la théorie, mais qu'est-ce que je dois faire moi en tant qu'investisseur? Parce que la théorie c'est cool, c'est bien de savoir comment fonctionne quelque chose, mais savoir bah, qu'est-ce que toi quelles actions tu dois prendre concrètement, bah c'est presque plus important. Et donc voilà, donc il y a toujours une partie vraiment pratique. Et pour finir sur la partie comment dire, faire le plan, etc. Dans la façon dont j'exprime les choses, je vais toujours éviter, tu vois, d'avoir du comment dire, des acronymes ou du jargon. Et dès qu'il y a du jargon et que je peux pas faire autrement, bah, en fait je vais l'expliquer en détail. Même j'ai pas peur de le répéter. Je sais que voilà, souvent, tu vois, quand j'écris la Fed, à chaque fois je mets Banque centrale américaine. Parce que je sais très bien qu'il y a des lecteurs qui savent pas la Fed, qu'est-ce que c'est. Euh, j'ai pas peur, tu vois, de me dire, mais en fait, les mecs qui sont abonnés depuis 2020, ils doivent se lire ça à chaque fois. Et moi, je me dis, bah, c'est pas grave, en fait, c'est juste que je suis un peu anti-acronyme et j'aime pas trop ça. Et le jargon, pour moi, c'est un moyen, tu vois, bah, justement, pour les personnes du milieu, bah d'avoir une certaine autorité face comment dire, aux gens qui connaissent pas cet univers, et donc du coup de garder un peu le pouvoir auprès d'eux parce que les autres comprennent pas ce qu'ils disent. Bref, donc ouais, à chaque fois j'essaye, tu vois, de virer tous ces acronymes. J'essaye d'utiliser beaucoup d'images, de comparaisons, d'exemples concrets. Ça c'est hyper important pour moi dans n'importe quel enfin dans n'importe quel comment dire, type de contenu que tu partages, de savoir bah en fait ok, pourquoi quand j'augmente les taux d'intérêt, bah en fait il se passe ça dans l'économie, donc je vais donner un cas concret, tu vois, genre je sais pas moi, un truc qui parle à tout le monde, bah en fait pourquoi le prix de la baguette il va augmenter, et donc tu vois, ça parle aux gens. Donc ouais, c'est essentiellement c'est à peu près ça mes secrets de fabrication. Euh, et j'ai pas peur aussi de ça aussi, tu vois, souvent les gens me disent tes newsletters sont super longues. Je dis bah ouais, en général, il faut pas avoir peur, tu vois, de dire bah, en fait parfois en fait c'est important d'avoir une longueur qui correspond aux idées que tu veux partager. Parce que faire court c'est cool, ça te permet d'avoir plus de gens qui vont lire jusqu'à la fin. Mais par contre, tu vas forcément faire des approximations et donc moi en tout cas là où je me suis positionné, c'est que j'ai envie d'avoir qu'à la fin la personne elle ait une vision assez vaste du sujet et pas approximative.
Alors il y a d'autres personnes qui prennent l'approche, tu vois, ils s'en foutent que en fait la personne ait une vision approximative. C'est une première façon de mettre le pied dans quelque chose, je trouve. Tu vois, t'as des très bons contenus sur TikTok qui en 30 secondes vont t'apprendre les intérêts composés, sauf que tu vas avoir vraiment une approximation de qu'est-ce que c'est. Mais pour moi, c'est une bonne façon d'intéresser les gens et de rentrer dans un truc plus profond. Donc moi, peut-être que dans 2 mois, 3 mois, je lancerai des newsletters, tu vois, vraiment pour les très 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 débutants et pour leur permettre de comprendre des concepts hyper rapidement. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai résumé un peu en gros. Ouais. Ouais, hyper clair, merci beaucoup. Et c'est vrai que tes newsletters sont, j'allais dire, fournis. Ouais. Euh, Ma question suivante, mais tu as commencé à y répondre, c'est au niveau du médium, Mhm. tu fais quasiment que de l'écrit. C'est parce que c'est la facilité, c'est parce que c'est parce que t'es tout seul, ou comment tu t'expliques ça? Bah pour moi, c'était assez simple le choix parce que déjà, c'est une préférence. Je préfère l'écrit que l'audio ou la vidéo. Je me sens plus à l'aise, quoi, en tout cas. Ensuite, le deuxième, c'était la facilité. Il n'y a pas de post-production, comment dire, enfin voilà, t'as pas à éditer l'audio, la vidéo. Enfin, c'est quand même beaucoup plus rapide. Euh, et finalement, je trouve que en tout cas moi personnellement, je trouve que le format écrit, d'un point de vue pédagogique, est plus puissant que la vidéo ou l'audio. Tu peux facilement revenir en arrière, tu vois, relire les trucs, scanner rapidement et aller d'un point à un autre. Enfin, tu peux voilà, lire le sommaire, savoir à quoi tu vas t'attendre, alors que la vidéo, bon, tu peux la vidéo, mais c'est quand même pas pareil, c'est pas la même façon d'apprendre. Et bon, il y a des gens qui préfèrent l'écrit, d'autres l'audio, d'autres la vidéo, ça je le comprends tout à fait. Mais je pense que voilà, dans la majorité des cas, je trouve en tout cas que l'écrit a une puissance quand même plus forte que d'autres médiums. Voilà, c'était essentiellement ça les raisons qui ont fait que j'ai choisi la newsletter, enfin l'écrit, Ouais. plutôt que d'autres choses. Je te propose qu'on passe au troisième thème que je voulais aborder avec toi, qui est celui du rapport à l'argent, puisque c'est Mhm. la thématique de ta newsletter et de ton activité. Ouais. Ce qui reste un sujet souvent tabou. Et alors, j'ai pas toutes les explications du fait que tu es sur LinkedIn aussi, beaucoup de monde qui te suit, mais je pense que c'est aussi pour ça, hein, c'est on est sur un sujet qui fait parler, sur lequel il y a peu de gens qui ont autant de transparence que toi sur le sujet. Et en fait, moi, je voulais plutôt parler de ce sujet dans le contexte de travail. Alors, te demander un peu ton avis là-dessus et comment toi tu ressens les choses, parce que globalement tu parles d'argent tout le temps, d'investissement, des choses comme ça, et bah, avoir ton avis un peu générique là-dessus. Et si toi, tu as vu des initiatives intéressantes dans le monde corpo ou dans le monde de l'éducation plus globalement, pour un, former les gens sur ces sujets, et deux, bah, des initiatives peut-être au niveau, je sais pas, marque employeur ou organisation. Je sais que chez Comet, tu étais beaucoup sur des sujets du futur de la collaboration, Mhm. travail à distance et tout. Je Ouais. pense que c'est comme ça aussi que je t'ai découvert. Et je viens de me souvenir que ton YOLO Report, j'ai dû en lire une édition il y a 2-3 ans. Enfin, je sais pas depuis combien de temps tu fais ça, mais donc C'est voilà, excellent. rapport à l'argent. Comment, alors c'est peut-être très français, mais Hmm. comment tu vois les choses, toi? Bah c'est ouais vaste sujet. Alors si on prend juste le monde du travail, c'est vrai qu'en France, oui, on a toujours eu ce côté, on sait pas trop combien l'autre gagne. Il y a toujours des différences de salaire au même poste et ça crée souvent de la politique et quand même des situations pas forcément cool à la fois pour les managers, les fondateurs d'entreprises et les employés eux-mêmes, surtout les employés souvent. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'aime bien les boîtes, tu vois, qui ont une transparence des salaires et qui du coup en fait coupent toutes les discussions sur le salaire dès le début. Alan, Comet, c'était le cas. 360 Learning, c'est la même chose, je crois. Bon, bref, il y a de plus en plus de boîtes qui décident d'adopter, tu vois,
des grilles de salaire ouvertes, publiques et en tout cas publiques en interne, certaines même publiques en externe. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup ça rend l'argent moins tabou. Alors ça veut pas dire que ça crée pas d'autres problèmes, hein, bien sûr, il y en a toujours. Mais voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est un bon moyen de comment dire, Désamorcer. désamorcer, voilà, pas mal de discussions pour les managers et autres. Après, si on prend du côté, comment dire, du côté, tu parlais de marque employeur, de quel rôle peut avoir une entreprise dans l'éducation financière des employés. Bah, déjà, si tu prends juste le monde des startups, c'est vrai que ce qui est assez dingue, c'est que la plupart des startups, tu vois, elles proposent de l'equity, enfin des BSPCE, des stock options, enfin peu importe, plein de noms pour ça, des actions, on peut caricaturer et dire des actions. Et très peu d'employés savent concrètement comment ça marche, tu vois, donc ils vendent ça comme quelque chose de ouf, genre ouais, tu peux devenir millionnaire si la boîte entre en bourse ou autre. Mais en fait, les gens savent pas vraiment comment ça marche, et du coup, ça montre à quel point il y a quand même un décalage entre ce que les experts entre guillemets savent, donc les fondateurs d'entreprises, les CFO, directeurs financiers, etc. Est-ce que l'employé sait vraiment Du coup, pour moi, la boîte vraiment. Alors là, je t'ai parlé de même dans les grands groupes, hein, ça arrive souvent d'avoir des intéressements en actions et tout ça, mais les gens comprennent rien. Donc, je pense que les boîtes ont quand même un rôle à jouer sur, justement, ne serait-ce que de leur faire comprendre comment les mécanismes financiers de la boîte dans lesquels les employés sont intégrés fonctionnent. Et ça, ils le font très peu, je trouve. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a quand même tu vois, il y a les entreprises ont quand même un rôle à jouer dans le sens où c'est elles qui distribuent le salaire, et le salaire, c'est lui qui va être réinvesti. Donc, je trouve ça quand même intéressant que les boîtes, tout comme tu as les boîtes qui proposent du yoga ou des cours de méditation ou autre à leurs employés, qu'il y a de plus en plus de boîtes, mais en fait, qui proposent des cours de finances perso Mm. ou d'éducation financière à leurs employés. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, et ça va se faire de plus en plus. Donc, hâte de voir ce que ça va donner, mais et puis ça permettrait encore une fois de rendre ce sujet encore moins tabou, quoi, tout simplement. Donc voilà. C'est un vaste sujet, et je pense qu'on pourrait en faire un épisode entier, mais voilà un peu mes T'as, grandes pensées, ouais. t'as vu des initiatives sur ce sujet-là, genre éducation du public, alors je sais pas si salarié ou oui, c'est collaborateur. Ouais, bah j'ai déjà, T'en- ouais, j'ai vu, t'as des Mastéos, je sais pas si tu vois, Mastéos, c'est une startup qui permet de faciliter des achats locatifs immobiliers. Et je sais qu'ils font de plus en plus de webinars ou d'interventions directement dans les entreprises pour éduquer les gens, alors à la fois sur l'investissement dans l'immobilier, mais aussi au sens large dans la bourse, les plans d'épargne retraite et tout ça. Donc eux, je sais qu'ils en font de plus en plus, et je sais que ça fonctionne bien. Mais c'est à peu près tout ce que je vois aujourd'hui. J'ai pas vu un gros truc, tu vois, où je me dis, eux, ils Ouais, en font ouais. un. Mais Ok, voilà. très bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces insights. Je trouve ça passionnant. Peut-être une question plus sur le futur. Je sais que je crois savoir que tu as plein de projets de diversification pour Snowball. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais. un peu plus? Ouais, bah déjà sur la partie média, donc enfin contenu que j'appelle média, bah du coup là l'idée c'est de passer un peu à l'échelle supérieure. Tu vois, aujourd'hui Snowball égale Johan. Il y a que moi qui écris. Il y a pas voilà. C'est c'est pas enfin c'est très généraliste, et il y a pas de. Tu vois, j'ai pas une newsletter dédiée à l'immobilier, une newsletter dédiée aux crypto, parce que j'ai pas le temps. Donc j'ai pris ce choix d'être généraliste parce que j'aime bien que chacun puisse piocher un peu ce qu'il veut. Donc l'idée là, c'est de potentiellement de recruter ou de travailler avec des personnes qui du coup auraient d'autres spécialités ou d'autres expertises histoire de créer une sorte de Bloomberg 2.0, donc vraiment sur cet aspect finance,
que je trouve intéressant. Donc voilà, un média financier nouvelle génération. Après, il y a l'aspect conseil que je trouve aussi hyper intéressant. Tu vois, les gens, ils ont un peu peur d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, d'aller dans son bureau, et c'est un peu à l'ancienne, très traditionnel. Donc, je pense que les 25-35 ans, il faut leur donner des outils un peu différents pour sachant qu'ils ont accès de plus en plus à de l'éducation, tu vois, des chaînes YouTube, Snowball, newsletter, donc ils sont déjà nourris par pas mal de trucs, mais parfois ils ont besoin d'un coup de pouce parce qu'ils ont une situation qui est très particulière, très personnelle, et du coup que voilà un truc très généraliste ne va pas les aider. Donc ça, j'aimerais bien lancer, tu vois, une offre de conseiller en gestion de patrimoine. Enfin voilà, alors moi j'imagine plutôt une messagerie, un chat où du coup tu as des questions très ponctuelles et on t'accompagne. Un peu comme Alan, la mutuelle, ils ont lancé il y a quelques mois, tu vois, tu peux poser une question à un médecin et tu as une réponse dans les 2 heures. Bon, alors c'est pour des trucs pas urgents, euh, mais tu vois, j'aime bien cette approche, euh, accéder à des experts en temps réel, directement, Conversationnel, quoi. exactement conversationnel. C'est le deuxième truc. Et le troisième, là, c'est vraiment d'aller vraiment vers ce modèle fintech et de dire ok, comment je pourrais créer des produits pour investir. Alors moi j'adore ce côté super app où en gros tu peux accéder à plein de mini apps dans une app. Donc par exemple demain, je sais pas, j'aimerais bien que tu puisses dire en fait j'aimerais bien ouvrir une assurance vie dans l'app Snowball, ou ouvrir un compte titre dans l'app Snowball, ou investir dans les cryptos, ou alors j'ai envie de complètement déléguer toute la gestion de mon portefeuille parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, de construire vraiment plein de solutions pour investir vraiment son argent là directement. Et voilà, donc à voir ce que ça va donner, parce que entre la vision et ce qui se passe vraiment dans la réalité, il y a souvent un gap qui est assez élevé, mais en tout cas, c'est l'idée, quoi. Ok, c'est super clair. Merci beaucoup. J'ai deux, trois dernières questions qui sont plus en mode rafale Ouais. sur la fin. Euh, Tu le disais, ton métier, c'est en partie vulgariser des savoirs qui existent déjà ailleurs. Mhm. Est-ce que tu as deux, trois conseils pour vulgariser un sujet, des choses auxquelles, des principes que tu te fixes pour dire, ok, je sais que j'ai un rôle de vulgarisation, mais donc du coup, je fais attention à ça, ça, ça. Ouais. Peut-être trois conseils. Alors, 3 conseils pour... alors, tu veux dire pour... Pour t'assurer de bien passer les bons messages, hmm, qu'ils soient compris, euh, c'est une bonne qu'effectivement question. tu fasses pas que de la, je sais pas si c'est de la redite ou de la paraphrase, Ouais. Moi, mon l'enrichissement. conseil, c'est plutôt... tu vois, mais c'est même quand les gens me demandent des conseils, tu vois, pour écrire sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est... en fait, quand t'écris un truc, tu le lis et tu te rends compte que c'est peut-être un truc que toi t'aimerais lire, et du coup c'est un premier filtre. Toi, je veux dire, ok, bon là, qu'est-ce que j'ai écrit, est-ce que ça a du sens, est-ce que je pense que tu te mets dans les bottes de tes lecteurs et tu dis, moi là, est-ce que la personne débutante, elle va vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Donc c'est assez simple, tu vois, en tout cas pour moi, de ce côté, tu vois, empathie du lecteur, et te dire, ok, est-ce que l'expert, il va pas dire que en fait ce que je dis c'est beaucoup trop simplifié, et du coup me taper dessus parce que j'ai trop simplifié. Donc ouais, pour moi c'est vraiment se mettre un peu dans la peau de l'autre, quoi, et en général ça marche. Et après sur la partie paraphrase, etc., ou quand du contenu qui existe déjà, en fait c'est juste d'utiliser ton ton, ta façon de parler. Tu vois, c'est pour ça souvent quand j'écris, parfois ça peut être très parlé, ma façon d'écrire. Tu vois, c'est pas, je vais utiliser des mots que j'utilise à l'oral, mais que normalement tu utiliserais pas à l'écrit. Mais du coup, ça ajoute quand même un côté voilà de ton, de proximité, de façon différente d'exprimer les choses. Voilà, c'est à peu près ça que je dirais. Rien de foufou, mais Ok. Et du coup, deuxième question, pour les gens qui te découvriraient par cet audio, est-ce que tu as une édition de ta newsletter que tu peux conseiller, soit aux débutants, soit qui donne une ouais, bonne idée de ce que tu fais? j'en avais écrit une qui était justement un peu pour guider les personnes qui se lançaient, que j'avais nommé la recette du succès. Et là, l'idée, c'était de prendre l'exemple de la cuisine,
Donc les grands chefs, tu vois, en fait, ils font ce qu'on appelle une mise en place. Tu sais, ils vont pré-couper les ingrédients, les mettre pour que tout soit prêt quand ils se lancent. Et du coup, en fait, j'avais utilisé ce fil rouge de le cuistot, le chef qui va cuisiner pour justement aider les gens à se lancer dans l'investissement. Et donc celle-là, je pense qu'elle est assez cool. Elle est assez On cool à lire. Ouais. on va la mettre en lien de l'épisode. Yes. En tant que cofondateur de Tim Bakery, je ne peux que En savourer plus. cette, cette image culinaire. Non, dernière petite question. Si les gens veulent te contacter, c'est quoi le mieux? C'est LinkedIn? Ouais, Par LinkedIn en email? général, je suis assez, oui, je réponds quasiment à tous les messages, sauf des fois quand j'en ai beaucoup trop, mais il faut me relancer, il faut pas hésiter à me relancer. Mais oui, Johan Lopez sur LinkedIn, ça marche très bien. Ok. Et dernière question que je pose à tous les invités, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour venir sur ce format-là autour des sujets du learning by doing, de l'éducation au sens un peu large, des gens qui t'inspirent, qui seraient Hum, inspirants. Plutôt bah, des Français pour l'instant encore. ouais, bah après, je sais, on a peut-être sûrement dit, mais dans l'éducation, j'aime bien la vision de Alexandre Dana sur avec Live Mentor, qui est assez intéressante. Voilà, je Ok. dirais ça. Eh ben, on enverra une invitation à Alexandre pour un prochain épisode. Yes, Je te remercie infiniment, Johan. C'était très riche. Je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Merci infiniment à toi. avec Il me plaisir. reste à saluer les auditrices et les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici et à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Salut. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.